Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle émission d'Inside News Review. Ce soir, nous abordons un sujet qui concerne directement l'avenir de notre nation. Ce reportage n'a pas pour objectif de dénigrer la famille du président Tshisekedi. Il vise à documenter un phénomène systémique qui frappe l'Afrique depuis des décennies. Le pillage des richesses nationales par les élites dirigeantes et leur exportation vers l'Occident, au lieu d'investir ces capitaux dans le développement de nos pays. Cette fuite de capitaux enrichit les nations réceptrices, même lorsqu'elles jugent et confisquent ses avoirs. L'histoire de la famille Mobutu, dépossédée de ses biens mal acquis, illustre ce paradoxe. Les richesses congolaises sorties du pays ne reviennent jamais pour construire des hôpitaux, des écoles ou des routes. Le 8 juillet 2025, la justice belge a été saisie d'une plainte de 80 pages visant 9 membres de la famille du président Félix Tshisekedi. Les accusations portent sur le pillage des sites miniers katangais, le détournement de fonds publics et le blanchiment d'argent. En novembre 2025, cette procédure a franchi un cap décisif. Le parquet fédéral belge a demandé l'accès complet aux comptes bancaires de la première dame, Denise Nyakero, des frères et des enfants du chef de l'État. Cette enquête s'inscrit dans un contexte économique troublant. Entre 2018 et 2024, le secteur minier du Katanga a généré environ 129 milliards de dollars de revenus. Des rapports d'organisation de la société civile congolaise documentent une mainmise progressive de l'entourage présidentiel sur les exploitations minières de cette région. Ces documents affirment que des sommes considérables ont été détournées des caisses publiques pour être investies en Europe, notamment en Belgique, sous forme de biens immobiliers et de placements financiers. Cette enquête examine les mécanismes présumés de cette prédation, analyse les documents judiciaires disponibles et replace ces faits dans le contexte historique des régimes kleptocratiques africains. Elle interroge aussi la responsabilité des pays occidentaux qui accueillent ces capitaux. Pour comprendre l'ampleur de ce dossier, il est nécessaire de remonter à la genèse de l'affaire. Tout ne commence pas dans les mines du Katanga, mais dans les bureaux austères de la justice européenne. C'est en effet à Bruxelles que la mèche a été allumée, déclenchant une onde de choc juridique dont les répercussions menacent aujourd'hui le sommet de l'État congolais. Analysons d'abord le dispositif légal qui a permis cette offensive sans précédent. Le mardi 8 juillet 2025, les avocats Bernard et Brieuc Minguin ont déposé au parquet fédéral belge, dirigé par la procureure Anne Franssen, une plainte ciblant 9 membres de la famille Tshisekedi. Cette démarche juridique représente l'aboutissement d'un travail documentaire entamé en avril 2025 par la plateforme DESC, organisation de la société civile katangaise spécialisée dans la défense des droits économiques et sociaux. Le rapport de DESC, intitulé « Vision du chef de l'État dans les mines », entre envahissement des sites miniers des entreprises privées et exploitation minière illégale légalisée, il n'y a qu'un pas, constitue la base factuelle de l'accusation. Les plaignants sont un collectif d'ONG katangaises et 4 anciens directeurs de la Gécamine, l'entreprise minière publique congolaise. La présence de ces anciens cadres confère au dossier une crédibilité technique majeure. Ces hommes ont travaillé au cœur du système minier congolais. Leurs témoignages suggèrent l'existence de preuves internes, contrats léonins, virements suspects, ordres de service détournés. Les 9 personnes visées possèdent toute la nationalité belge. Ces caractéristiques activent le principe de personnalité active du droit pénal belge, permettant à la justice du royaume de poursuivre ses ressortissants pour des crimes commis à l'étranger. Parmi les accusés figure la première dame, Denise Nyakero, 3 frères du président, Christian, Jacques et Jean-Claude Tshisekedi, et 2 de ses enfants, Fanny et Anthony Tshisekedi. Monsieur Bernard Minguin a précisé lors d'une conférence de presse à Bruxelles: « Nous avons saisi la justice belge parce que les faits concernent aussi des ressortissants belges et que les moyens de lutte contre la corruption au Congo sont insuffisants. » Les infractions alléguées couvrent 4 catégories principales. Premièrement, le pillage des ressources naturelles dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.
La plainte décrit une mainmise organisée sur des concessions industrielles et des flux de minerais stratégiques, notamment le cobalt et le cuivre. Deuxièmement, le blanchiment de capitaux. Les fonds issus du pillage minier auraient été injectés dans le circuit financier européen via des acquisitions immobilières et des sociétés écrans. Troisièmement, le détournement de fonds publics. Les revenus de la Gécamine ou les redevances minières destinées au trésor public auraient été captés vers des comptes privés. Quatrièmement, l'association de malfaiteurs. Qualification juridique lourde qui postule une structure hiérarchique et préméditée pour commettre ces crimes. En novembre 2025, le parquet fédéral belge a franchi une étape décisive. La procureure Anne Fransen a émis des réquisitions bancaires pour obtenir l'historique complet des comptes de la première dame Denise Nyakeru et de sa fille Fanny. Cette décision marque un tournant. La justice belge ne se contente plus d'examiner la recevabilité de la plainte, elle lance des investigations actives. Anne Fransen s'est rendue à Kinshasa pour rencontrer le ministre congolais de la Justice, Guillaume Ngefa, afin de poser les bases d'une coopération judiciaire entre la Belgique et la RDC. Cette visite, bien que présentée comme technique, soulève des questions. Comment un gouvernement congolais coopère-t-il à une enquête visant la famille du chef de l'État? Ces développements judiciaires placent la famille présidentielle dans une position délicate. Si la justice belge confirme les accusations, elle pourra geler préventivement les avoirs et, à terme, émettre des mandats d'arrêt internationaux. Pour le président Tshisekedi, le dilemme sera insurmontable. Extrader ses proches ou transformer la RDC en État protégeant des fugitifs de la justice européenne. Cependant, pour qu'une telle mécanique judiciaire puisse prospérer en Belgique, il faut d'abord établir l'origine illicite des faux. Si l'argent blanchi est le produit du crime, le lieu du crime, lui, se situe à des milliers de kilomètres de Bruxelles. Il nous faut donc quitter les tribunaux européens pour plonger au cœur du réacteur économique de la RDC, là où la richesse est extraite et où, selon les accusateurs, la prédation s'organise. Les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga concentrent les richesses minérales les plus stratégiques du pays. Le cobalt et le cuivre, essentiels à la transition énergétique mondiale, font du Katanga un territoire convoité. Selon le rapport de l'organisation DESC, publié en avril 2025, l'entourage présidentiel contrôle directement ou indirectement une quinzaine de sites miniers dans le portefeuille de la Gécamine. Le mécanisme de prédation décrit par les plaignants repose sur plusieurs niveaux. D'abord, l'accaparement de concessions. Des sites miniers appartenant à des opérateurs privés ou à la Gécamine sont retirés pour être transférés à des entités opaques contrôlées par des proches du pouvoir. Des témoignages recueillis auprès de mineurs et d'entrepreneurs katangais décrivent l'intervention de la garde républicaine pour sécuriser ces sites. Une fois l'exploitation lancée, la production échappe au circuit officiel. Ensuite, le détournement de la sous-traitance. La loi sur la sous-traitance, adoptée en 2017 et entrée en vigueur en 2019, vise à réserver aux entreprises congolaises les contrats de service dans le secteur minier. Cette loi, louable en théorie, aurait été instrumentalisée. Des sociétés appartenant à des membres de la famille présidentielle facturent aux géants miniers internationaux des prestations de transport, de gardiennage et de logistique à des prix gonflés. Ces contrats génèrent des millions de dollars qui sont ensuite expatriés vers l'Europe. Les 4 anciens directeurs de la Gécamine qui se sont joints à la plainte apportent une dimension institutionnelle à ces accusations. Leur témoignage suggère que la direction de l'entreprise publique a été contrainte de signer des partenariats désavantageux ou de fermer les yeux sur des détournements de redevances. Le préjudice pour l'État congolais se chiffre en centaines de millions de dollars, privant le budget national de ressources nécessaires à la construction d'infrastructures, d'écoles et d'hôpitaux. Un rapport compilant les statistiques de production minière révèle des chiffres vertigineux. Entre 2018 et 2024, le Katanga a produit environ 13 millions de tonnes de cuivre.
le prix de vente moyen a dépassé 9 000 $ la tonne. Le chiffre d'affaires total généré atteint 129 milliards de dollars sur 7 ans. Ce montant dépasse largement les revenus générés sous l'ère Kabila, 41 milliards de dollars en 16 ans, et sous l'ère Mobutu, 19 milliards en 34 ans. La concentration de richesses sans précédent sous le mandat Tshisekedi aurait dû transformer le pays. Pourtant, les infrastructures restent délabrées, les hôpitaux manquent d'équipements, les écoles de manuels. Un spécialiste des mines installé dans le Grand Katanga a déclaré « Malgré ces rentrées pharaoniques sous Tshisekedi, rien ne se construit ». Ce contraste entre les revenus miniers et l'absence de développement constitue le cœur de l'accusation. Si les 129 milliards de dollars avaient été correctement gérés, la RDC aurait pu financer des projets d'infrastructures colossaux, réduire la pauvreté et offrir des services publics dignes à sa population. Au lieu de cela, une partie significative de ces revenus aurait disparu dans des circuits opaques. Enrichissant des particuliers au détriment de la nation, une fois extraits du sol congolais et détournés des caisses de l'État, ces capitaux ne restent pas en RDC. Pour jouir de cette fortune en toute impunité, il faut l'exfiltrer et la sécuriser dans des juridictions perçues comme sûres et prestigieuses. C'est ici que la boucle se referme et que nous retournons vers le théâtre des opérations judiciaires, la Belgique, véritable plaque tournante présumée de ce blanchiment. La Belgique occupe une place centrale dans la structure patrimoniale présumée du clan Tshisekedi. Contrairement à d'autres élites africaines qui privilégient Dubaï ou Singapour, la famille présidentielle conserve un ancrage fort à Bruxelles. Cet attachement s'explique par l'histoire familiale. Étienne Tshisekedi, le père, a vécu en exil en Belgique pendant des décennies sous les régimes Mobutu et Kabila. La famille a conservé des résidences, des réseaux et des comptes bancaires. Les avoirs visés par l'enquête belge accusent des biens immobiliers résidentiels de haut standing. Bien que les adresses précises n'aient pas été rendues publiques, les plaignants évoquent des propriétés acquises dans les quartiers huppés de Bruxelles et en périphérie, notamment dans le Brabant wallon. L'enquête devra établir si ces acquisitions ont été financées par des revenus légitimes ou par les produits de crimes miniers. Le blanchiment d'argent implique généralement l'utilisation de structures juridiques complexes. Les sociétés civiles immobilières, SCI, ou les sociétés écrans permettent de masquer le bénéficiaire effectif d'un bien. Ces montages, courants dans les affaires de biens mal acquis, dissimulent la propriété réelle derrière des couches de holdings et de prête-noms. Les réglementations européennes anti-blanchiment se sont durcies ces dernières années. Les transactions suspectes impliquant des personnes politiquement exposées, PPE, déclenchent des alertes automatiques. Les comptes bancaires de la Première Dame et des enfants du président, désormais scrutés par le parquet belge, laisseront des traces numériques exploitables. Le mécanisme de blanchiment présumé suit un schéma classique. D'abord, des revenus miniers sont détournés en RDC. Ces fonds quittent le pays sous couvert de contrats de consultance ou de factures gonflées. Ensuite, ils transitent par des comptes bancaires en Europe, souvent au Luxembourg ou en Suisse, avant d'être investis en Belgique dans l'immobilier. Enfin, ces biens génèrent des revenus locatifs, apparemment légaux, achevant le cycle de blanchiment. Les enquêteurs belges chercheront aussi des preuves de retrait massif en espèces. L'affaire Congo Hold Up, qui avait mis en lumière les détournements du clan Kabila, avait révélé l'utilisation systématique de cash pour briser la chaîne de traçabilité. Des retraits d'argent liquide à Kinshasa ou Lubumbashi, suivis de dépôts en Europe quelques jours plus tard, constitueraient une preuve de blanchiment. Si la justice belge parvient à établir ces flux financiers, elle pourra geler et confisquer les biens. Ce mode opératoire, bien que sophistiqué, n'est pas une innovation du régime actuel. Il s'inscrit dans une triste tradition de gestion opaque des ressources publiques. Pour bien saisir la gravité des accusations actuelles, il est instructif de les mettre en miroir
avec les pratiques du régime précédent, révélant ainsi une continuité troublante dans les méthodes de captation de l'État. L'analyse des avoirs de la famille Tshisekedi ne se comprend qu'à la lumière du précédent Kabila. L'enquête Congo Hold Up, publiée en novembre 2021, avait révélé un système de détournement massif orchestré par l'ancien président Joseph Kabila et son entourage. Au moins 138 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses de l'État entre 2013 et 2018, via un réseau impliquant la banque BGFI et des sociétés écrans comme Sudoil, dirigées par Francis Selemani, un proche de Kabila. Le système Kabila reposait sur une banque captive. La BGFI, filiale congolaise d'un groupe gabonais, servait de plateforme pour blanchir l'argent public. Les fonds sortaient du trésor sous forme de virements vers des entreprises fantômes, puis étaient retirés en espèces pour échapper à la traçabilité numérique. Ces sommes finançaient l'achat de biens immobiliers en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Le clan Kabila avait aussi investi dans des entreprises locales, créant un empire économique parallèle échappant au contrôle de l'État. La plainte de juillet 2025 contre les Tshisekedi suggère une continuité systémique. Les mêmes mécanismes de prédation se seraient répétés, avec quelques adaptations. Là où le clan Kabila avait mis des années à sophistiquer son réseau, l'entourage Tshisekedi aurait accéléré le processus, profitant de l'explosion des revenus miniers entre 2018 et 2024. La différence fondamentale réside dans la vulnérabilité juridique. Le clan Kabila avait pris soin de diversifier ses avoirs hors de portée de la justice occidentale. Le clan Tshisekedi, en conservant la nationalité belge, s'est exposé à la juridiction européenne. Cette erreur stratégique explique l'efficacité de la plainte de juillet 2025. Contrairement aux dirigeants africains qui ont renoncé à leurs passeports occidentaux une fois au pouvoir, les membres de la famille Tshisekedi ont conservé leur nationalité belge. Cette double appartenance, confortable en temps de paix, se transforme en piège juridique lorsque la justice belge s'intéresse à leurs avoirs. Le principe de personnalité active autorise Bruxelles à poursuivre ses nationaux, même pour des faits commis en RDC. Le précédent Congo Hold Up avait démontré les limites de la justice congolaise. Malgré les preuves accablantes, aucune poursuite significative n'avait été engagée contre le clan Kabila. L'affaire avait été étouffée, les témoins intimidés, les procédures enlisées. Cette impunité explique pourquoi les plaignants katangais ont choisi de saisir la justice belge plutôt que les tribunaux congolais. La justice nationale reste inféodée au pouvoir exécutif. Les élites dirigeantes agissent en toute impunité, sachant qu'elles ne seront jamais inquiétées par les institutions locales. Cependant, au-delà des aspects purement techniques et financiers, cette affaire ne se joue pas en vase clos. Elle percute de plein fouet un contexte géopolitique explosif. Face à l'impossibilité de contester les preuves bancaires, le régime déplace le combat sur le terrain politique, transformant une enquête judiciaire en un nouvel épisode de la guerre d'influence qui déchire la région des Grands Lacs. L'affaire des avoirs de la famille Tshisekedi s'inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par des fractures régionales et des accusations de manipulation étrangère. La plainte émane du Katanga, région poumon économique du pays, qui se sent marginalisée et exploitée par le pouvoir central de Kinshasa. Cette région, longtemps associée au clan Kabila, voit d'un mauvais œil la mainmise de l'entourage Tshisekedi, originaire du Kasaï, sur ses richesses minières. L'implication de 4 anciens directeurs de la Gécamine dans la plainte témoigne d'une rupture au sein de l'élite katangaise. Ces technocrates, autrefois puissants sous Kabila, se rebellent contre le nouveau régime. Leur décision de saisir la justice belge constitue une contre-attaque de l'establishment minier local, utilisant le levier international pour affaiblir un président qui menace leurs intérêts. Le terme « coffre-fort », utilisé pour décrire la mainmise de la famille Tshisekedi sur le Katanga, illustre ce sentiment de dépossession.
Face à l'offensive judiciaire, la stratégie de défense du régime ne s'est pas portée sur le terrain juridique, mais sur celui de la géopolitique. Les cercles proches du pouvoir et certains médias ont immédiatement attaqué la personnalité de Maître Bernard Mainguin. L'avocat est présenté comme l'un des principaux avocats du régime rwandais en Europe. Cette association vise à discréditer l'action judiciaire en la présentant comme une opération de lawfare, guerre juridique orchestrée par Kigali pour déstabiliser le chef de l'État congolais. Cette ligne de défense tente de mobiliser le sentiment nationaliste. Dans le contexte de la guerre à l'est de la RDC, où le groupe rebelle M23 est soutenu par le Rwanda, attaquer la famille du président reviendrait à attaquer la RDC elle-même. Cependant, cette rhétorique se heurte à la matérialité des faits. Les plaignants ne sont pas des officiels rwandais, mais des acteurs de la société civile katangaise et d'anciens cadres de la Gécamine. Mainguin, bien qu'ayant défendu des intérêts rwandais par le passé, intervient ici sur mandat de Congolais. De plus, les preuves financières, virements et actes de propriété sont des éléments factuels qui ne dépendent pas de l'agenda politique de l'avocat. Le recours à l'argument du complot rwandais révèle une stratégie désespérée. Plutôt que de répondre aux accusations sur le fond, le pouvoir préfère déplacer le débat sur le terrain de la souveraineté nationale et de la menace extérieure. Cette tactique a fonctionné par le passé pour détourner l'attention des scandales internes. Mais face à une procédure judiciaire en Europe, où les preuves priment sur la rhétorique, cette défense risque de s'avérer insuffisante. Si cette défense politique semble fragile face aux juges belges, c'est aussi parce que la jurisprudence européenne a considérablement évolué. Le clan Tshisekedi n'est pas le premier à se retrouver dans le viseur de la justice occidentale. D'autres familles présidentielles africaines ont déjà éprouvé la sévérité des tribunaux français dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire des biens mal acquis, créant ainsi un précédent juridique redoutable. L'affaire Tshisekedi s'inscrit dans une série de procédures judiciaires européennes visant les élites africaines pour biens mal acquis. Le cas le plus emblématique est celui de Teodoro Gema Obiang Mangué, dit Théodorin, fils du président de Guinée équatoriale. Condamné en France en octobre 2017, puis en appel en février 2020, Théodorin Obiang a écopé de 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis. Le parcours judiciaire de Théodorine Obiang est instructif. L'enquête a commencé en 2007 lorsque le CCFD Terre Solidaire a publié un rapport intitulé « Biens mal acquis, à qui profite le crime ». Ce document recensait le patrimoine détenu en Occident par 23 dictateurs et anciens dictateurs africains. En 2008, Transparency International France a déposé une plainte visant 3 présidents, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Omar Bongo du Gabon et Teodoro Obiang de Guinée équatoriale. Après des années de procédure, la justice française a jugé recevable la plainte en novembre 2010. Les investigations ont révélé l'ampleur du patrimoine de Théodorine Obiang en France. Entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public équato-guinéen avaient été crédités sur son compte personnel. Avec un salaire officiel de $6 000 par mois en tant que ministre de l'Agriculture, il possédait un hôtel particulier, Avenue Foch, à Paris, estimé à 107 millions d'euros, et un parc automobile de 5,7 millions d'euros comprenant 3 Bugatti, une Rolls-Royce et 2 Maserati. La condamnation définitive est intervenue en juillet 2021, lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Théodorine Obiang. La Guinée équatoriale est devenue le premier pays à bénéficier du mécanisme français de restitution des avoirs frauduleusement acquis, adopté en août 2021. Les 150 millions d'euros confisqués doivent être restitués au bénéfice de la population équato-guinéenne via des programmes de développement. Cependant, la mise en œuvre de cette restitution reste complexe, car le régime d'Obiang père contrôle toujours le pays.
L'affaire Obiang offre plusieurs leçons pour l'affaire Tshisekedi. Premièrement, la justice européenne, bien que lente, finit par condamner. Les procédures durent des années, mais les condamnations deviennent définitives. Deuxièmement, les stratagèmes de blanchiment, aussi sophistiqués soient-ils, laissent des traces exploitables par les enquêteurs. Troisièmement, l'immunité diplomatique ne protège pas contre les poursuites pour des faits commis à titre personnel. Théodorine Obiang avait été nommé vice-président avec rang de chef d'État en 2012, mais la justice française a estimé que ses crimes, antérieurs à cette nomination, étaient détachables de ses fonctions officielles. Le cas de la famille Bongo au Gabon suit un schéma similaire. Omar Bongo, décédé en 2009, avait accumulé un patrimoine immobilier considérable en France. Son fils Ali Bongo, qui lui a succédé, a également fait l'objet d'investigations judiciaires. En 2017, la justice française a saisi 11 biens immobiliers, 3 Bugatti Veyron et plusieurs comptes bancaires appartenant à la famille Bongo. Les enquêteurs ont établi que ces avoirs avaient été acquis grâce à des détournements de fonds publics gabonais. La fortune de la famille Bongo en France était estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, alors que le salaire présidentiel officiel d'Omar Bongo n'était que de 80 000 euros par an. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville constitue le troisième volet du triptyque des biens mal acquis. Le président congolais, au pouvoir depuis 1979, avec une interruption entre 1992 et 1997, possédait en France un patrimoine immobilier estimé à 160 millions d'euros. En 2021, la Cour de cassation française a confirmé la condamnation de Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, à 5 ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende pour blanchiment de détournement de biens publics. La justice a ordonné la confiscation de plusieurs biens, dont un hôtel particulier de 48 pièces dans le 16e arrondissement de Paris. Ces 3 affaires démontrent que la justice européenne dispose des outils juridiques et techniques pour traquer les biens mal acquis. Les condamnations définitives, bien que tardives, ont un impact financier considérable sur les élites africaines. Cependant, elles soulèvent aussi une question fondamentale. Ces richesses confisquées profitent-elles réellement aux populations spoliées ? Les mécanismes de restitution restent fragiles. Les fonds confisqués alimentent souvent les budgets des États occidentaux ou sont bloqués dans des procédures administratives interminables. Le paradoxe est cruel. Les richesses sorties d'Afrique enrichissent les nations européennes, même lorsqu'elles sont confisquées. Les avoirs immobiliers génèrent des taxes foncières, des revenus locatifs et alimentent l'économie locale pendant des années avant leur saisie. Une fois confisqués, ces biens sont vendus aux enchères et les sommes récupérées ne reviennent que partiellement et lentement vers les pays d'origine. Entre-temps, les hôpitaux africains manquent de médicaments, les écoles de manuels, les routes se dégradent. Ce cycle de prédation et de confiscation perpétue la pauvreté africaine tout en enrichissant l'Occident. Si les exemples gabonais et équato-guinéens illustrent la réussite judiciaire des saisies, ils mettent aussi en lumière l'échec politique des restitutions. Mais la RDC possède sa propre histoire douloureuse en la matière. Bien avant les procédures contre les Bongo ou les Obiang, le Congo a été le théâtre de la plus grande spoliation d'État du XXe siècle. L'ère Mobutu. L'analyse de cet échec historique est indispensable pour comprendre le pessimisme actuel quant au retour des fonds. L'histoire de la famille Mobutu illustre de manière exemplaire l'inefficacité des mécanismes de restitution des avoirs mal acquis. Mobutu Sese Seko, dictateur zaïrois de 1965 à 1997, avait accumulé une fortune personnelle estimée entre 4 et 5 milliards de dollars. Ce patrimoine comprenait des palais, des villas, des comptes bancaires en Suisse, en Belgique, en France et au Maroc. Après sa chute en 1997 et sa mort en exil au Maroc, plusieurs procédures judiciaires ont été lancées pour identifier et rapatrier ses avoirs. En Belgique, les autorités ont saisi plusieurs biens appartenant à la famille Mobutu dès 1997.
Cependant, les procédures de confiscation se sont enlisées dans des contestations juridiques. Les héritiers de Mobutu ont multiplié les recours, arguant que certains biens avaient été acquis légalement ou que les preuves de détournement étaient insuffisantes. En 2009, soit 12 ans après la chute de Mobutu, la justice belge a ordonné la restitution au Congo de 6,3 millions d'euros saisis sur des comptes bancaires. Cette somme représente une fraction infime de la fortune pillée. En Suisse, les autorités ont gelé environ 7 millions de francs suisses appartenant à la famille Mobutu en 1997. Après des années de procédure, la Suisse a institué 3,5 millions de francs suisses au Congo en 2009. Là encore, le montant récupéré est dérisoire par rapport à l'ampleur du pillage. De plus, une partie des fonds bloqués en Suisse a été libérée au profit des héritiers Mobutu, après des décisions de justice favorables. Le cas de la Villa Mobutu à Roquebrune-Cap-Martin, sur la Côte d'Azur française, est encore plus emblématique. Cette propriété de luxe, achetée en 1990 pour environ 8 millions de francs français, a fait l'objet d'une saisie par les autorités françaises en 1997. Cependant, en 2007, la justice française a levé la saisie et rendu la villa aux héritiers de Mobutu. La RDC n'a jamais récupéré ce bien. Le bilan est accablant. Sur une fortune estimée à 5 milliards de dollars, la RDC a récupéré moins de 10 millions de dollars, soit 0,2%. Le reste s'est évaporé dans les méandres juridiques, a été libéré au profit des héritiers ou reste bloqué dans des comptes intraçables. Pendant ce temps, les richesses immobilières acquises par les Mobutu en Europe ont continué à générer des revenus pour les pays d'accueil via les taxes et l'économie locale. Cette expérience démontre que la confiscation des biens mal acquis ne garantit pas leur restitution effective. Les procédures sont longues, coûteuses et complexes. Les États africains, souvent démunis de moyens juridiques et financiers, peinent à récupérer leurs avoirs face à des avocats européens chevronnés défendant les héritiers des dictateurs. De plus, la corruption et l'instabilité politique dans les pays d'origine compliquent la restitution. Les bailleurs de fonds occidentaux hésitent à transférer des millions d'euros à des gouvernements perçus comme peu fiables. L'affaire Tshisekedi risque de suivre le même schéma. Si la justice belge condamne les membres de la famille présidentielle et confisque leurs biens, la RDC devra engager des procédures de restitution qui dureront des décennies. Entre-temps, ces richesses resteront en Europe, alimentant l'économie belge et enrichissant les coffres publics occidentaux. Le peuple congolais, spolié 2 fois, d'abord par ses élites, puis par les lenteurs judiciaires, ne verra jamais cet argent revenir pour construire des infrastructures ou financer des services publics. Le spectre de Mobutu rappelle que le pillage de la RDC n'est pas un accident de l'histoire, mais une constante. Pourtant, en élargissant la focale, on s'aperçoit que ce modèle prédateur ne se limite pas aux frontières du Congo. Il s'agit en réalité d'une pathologie continentale, où chaque pays riche en ressources semble condamné à voir ses élites reproduire les mêmes schémas de détournement vers l'Occident. Le pillage des richesses nationales et leur exportation vers l'Occident ne sont pas spécifiques à la RDC. Ce phénomène touche l'ensemble du continent africain. Plusieurs familles présidentielles africaines ont été ou sont actuellement visées par des procédures judiciaires pour biens mal acquis. Au Tchad, la famille Déby a accumulé des avoirs considérables en France. Idriss Déby, président de 1990 jusqu'à sa mort en 2021, avait fait l'objet d'investigations pour des biens immobiliers à Paris et sur la Côte d'Azur. Son fils, Mahamat Idriss Déby, qui lui a succédé, hérite de ce patrimoine opaque. Les ONG estiment que la famille Déby possède en France des biens d'une valeur supérieure à 50 millions d'euros, acquis grâce aux revenus pétroliers détournés. Le Tchad, malgré ses richesses pétrolières, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Au Cameroun, la famille Biya fait l'objet de suspicions similaires. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, figure parmi les dirigeants africains les plus longuement établis. La fortune de sa famille en France est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros.
En 2019, une enquête menée par The Guardian et des médias partenaires a révélé que le couple présidentiel camerounais possédait un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, acheté pour 1,9 million d'euros en 1988 et rénové pour plusieurs millions supplémentaires. Le Cameroun, pays riche en pétrole, en bois et en cacao, enregistre des taux de pauvreté élevés et des infrastructures défaillantes. Au Zimbabwe, la famille Mugabe incarne la prédation extrême. Robert Mugabe, président de 1987 à 2017, a transformé un pays autrefois prospère en État en faillite. Sa femme, Grace Mugabe, surnommée Gucci Grace pour son goût du luxe, possédait des propriétés à Dubaï, en Afrique du Sud et en Malaisie. Après la chute de Mugabe en 2017, des enquêtes ont révélé que la famille avait transféré des millions de dollars à l'étranger. Utilisant des sociétés écrans et des prête-noms, le Zimbabwe, autrefois grenier à blé de l'Afrique australe, connaît aujourd'hui des pénuries alimentaires chroniques et une hyperinflation. En Angola, la famille dos Santos a longtemps incarné la prédation institutionnalisée. José Eduardo dos Santos, président de 1979 à 2017, a laissé le pouvoir à João Lourenço, mais sa fille Isabel dos Santos avait entre-temps accumulé une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Surnommée la princesse, Isabel dos Santos contrôlait des participations dans des secteurs stratégiques, télécommunications, banques, énergie. En 2020, l'enquête Luanda Leaks a révélé que cette fortune reposait sur des détournements de fonds publics et des contrats truqués. La justice angolaise a gelé ses avoirs locaux, mais ses biens à l'étranger, notamment au Portugal et à Dubaï, restent hors d'atteinte. Ces exemples démontrent que le système de prédation observé en RDC se répète à l'échelle continentale. Les élites africaines utilisent les mêmes mécanismes. Détournement de revenus miniers ou pétroliers, contrats truqués, sociétés écrans, blanchiment via des investissements immobiliers en Occident. Ce phénomène systémique s'explique par plusieurs facteurs structurels. Premièrement, la faiblesse institutionnelle. Les États africains, souvent issus de la décolonisation avec des structures étatiques fragiles, manquent de contre-pouvoirs efficaces. Les parlements sont dociles, les cours de justice inféodés au pouvoir exécutif, les médias muselés. Les dirigeants agissent en toute impunité, sachant que la justice nationale ne les inquiétera jamais. Deuxièmement, la rente des ressources naturelles. Les pays africains, riches en pétrole, en diamants, en or ou en cobalt, génèrent des revenus colossaux concentrés entre les mains de l'exécutif. Cette concentration facilite les détournements. Contrairement aux économies diversifiées où les revenus proviennent de millions de contribuables, les États rentiers dépendent de quelques entreprises extractives. Il suffit de contrôler ces flux pour capter des milliards. Troisièmement, la complicité occidentale. Les banques européennes, les cabinets d'avocats spécialisés, les agents immobiliers facilitent le blanchiment d'argent africain. Pendant des décennies, les places financières de Londres, Paris, Genève et Bruxelles ont accueilli sans questionnement les capitaux douteux venus d'Afrique. Les réglementations anti-blanchiment se sont durcies récemment, mais les réseaux de complicité persistent. Quatrièmement, l'indifférence internationale. Les gouvernements occidentaux privilégient la stabilité politique et l'accès aux ressources naturelles plutôt que la gouvernance démocratique. Tant qu'un dirigeant garantit les contrats pétroliers ou miniers, il bénéficie d'un soutien tacite. Les sanctions ciblées restent rares et tardives. Le résultat de ce système est catastrophique pour les populations africaines. Les richesses du sous-sol, qui devraient financer le développement, sont détournées vers les comptes privés des élites et exportées vers l'Occident. Les pays africains restent pauvres malgré leurs ressources. Les infrastructures se dégradent. Les systèmes de santé s'effondrent. L'éducation est négligée. La jeunesse, désespérée, tente de migrer vers l'Europe, fuyant la misère créée par les élites prédatrices. Mais revenons au cas spécifique qui nous occupe.
Si cette analyse systémique permet de comprendre les causes profondes du mal, elle ne doit pas occulter l'urgence de la situation pour le pouvoir en place à Kinshasa. Car au-delà des débats moraux ou historiques, la procédure belge fait peser une menace immédiate et concrète sur la stabilité du régime Tshisekedi, avec des répercussions qui pourraient redessiner l'avenir politique et économique du pays. La plainte déposée contre la famille Tshisekedi en Belgique place le régime congolais dans une position stratégique délicate. Les implications dépassent le cadre judiciaire pour toucher la sécurité nationale, la diplomatie et la stabilité politique interne. Sur le plan judiciaire, si le parquet fédéral belge valide les accusations et inculpe formellement les 9 personnes visées, le président Tshisekedi fera face à un dilemme insurmontable. Accepter l'extradition de sa femme, de ses frères et de ses enfants serait un suicide politique. Aucun dirigeant africain n'a jamais livré sa propre famille à la justice occidentale. Refuser l'extradition transformerait la RDC en État paria, protégeant des fugitifs de la justice européenne. Cette posture isolerait diplomatiquement le pays et compliquerait ses relations avec l'Union européenne et la Belgique, partenaires économiques et bailleurs de fonds historiques. Sur le plan économique, les investisseurs internationaux surveillent cette affaire avec attention. Les grandes compagnies minières qui opèrent au Katanga et génèrent des revenus colossaux redoutent une instabilité politique. Si la famille présidentielle est compromise dans des affaires de corruption, les risques réputationnels augmentent pour les entreprises partenaires. Les normes de conformité, notamment la législation américaine Foreign Corrupt Practices Act et les règlements européens anticorruption, imposent aux multinationales de rompre leurs liens avec des entités impliquées dans des pratiques illégales. Les investisseurs pourraient réduire leur exposition à la RDC, privant le pays de capitaux nécessaires à l'exploitation minière. La dette souveraine congolaise risque aussi de pâtir de cette crise. Les agences de notation financière intègrent la gouvernance et les risques politiques dans leurs évaluations. Si la RDC est perçue comme un État capturé par une famille prédatrice, le coût de l'emprunt augmentera. Le pays devra payer des taux d'intérêt plus élevés pour refinancer sa dette ou lever de nouveaux capitaux. Cette hausse réduira les ressources disponibles pour les dépenses publiques. Les sanctions internationales constituent une autre menace. Les États-Unis et l'Union européenne disposent d'outils juridiques pour sanctionner les individus impliqués dans la corruption. Le Global Magnitsky Act américain permet de geler les avoirs et d'interdire de visa les personnes reconnues coupables de violations graves des droits humains ou de corruption. Si la justice belge confirme les accusations, Washington et Bruxelles pourraient sanctionner les membres de la famille Tshisekedi. Ces sanctions paralyseraient leurs transactions financières internationales et limiteraient leurs déplacements. Sur le plan politique intérieur, l'affaire fragilise le président. L'opposition congolaise, divisée et affaiblie depuis la réélection contestée de Tshisekedi en décembre 2023, trouve dans cette plainte un argument mobilisateur. Les leaders de l'opposition dénoncent depuis des années la corruption du régime. Les accusations portées en Belgique valident leur discours. Des manifestations pourraient éclater, notamment au Katanga, région économiquement cruciale mais politiquement hostile au pouvoir central. Les tensions régionales au sein de la coalition au pouvoir risquent aussi de s'accentuer. Le Katanga, poumon économique du pays, nourrit un ressentiment profond envers Kinshasa. Les élites katangaises estiment que leur région finance le budget national sans en tirer de bénéfices en termes de développement. La plainte déposée par des ONG katangaises et d'anciens cadres de la Gécamine traduit cette frustration. Si l'enquête belge démontre que la famille présidentielle a effectivement pillé les ressources du Katanga, les appels à l'autonomie ou au fédéralisme pourraient se renforcer. Le régime Tshisekedi pourrait réagir par un durcissement autoritaire. Face à une menace existentielle, les pouvoirs en place en Afrique ont historiquement recours à la répression. Des arrestations de leaders de la société civile katangaise, des restrictions de la liberté de la presse, des intimidations judiciaires contre les opposants sont des scénarios envisageables. Cependant,
Ces mesures aggraveraient l'isolement international du régime et alimenteraient la contestation interne. La stratégie de communication du pouvoir s'oriente déjà vers la victimisation. En accusant l'avocat des plaignants d'être un agent du régime rwandais, le régime tente de nationaliser le débat. Cette tactique vise à présenter la plainte comme une agression étrangère contre la souveraineté congolaise. Dans le contexte de guerre à l'Est, où le Rwanda soutient le M23, cette rhétorique résonne auprès d'une partie de l'opinion publique. Cependant, elle ne convaincra ni les enquêteurs belges, ni la communauté internationale, qui dispose de preuves factuelles indépendantes des intentions politiques de l'avocat. Tous ces éléments, juridiques, financiers, historiques et politiques, convergent vers un constat amer. L'enquête qui vise aujourd'hui la famille présidentielle n'est pas seulement un fait divers judiciaire. Elle agit comme le révélateur d'un système à bout de souffle qui hypothèque l'avenir de tout un peuple. Il est temps de tirer les conclusions de cette investigation. Ce reportage a documenté les mécanismes présumés de prédation des richesses minières congolaises par la famille du président Félix Tshisekedi, l'exportation de ses capitaux vers la Belgique et l'ouverture d'une procédure judiciaire européenne pour biens mal acquis. Les faits établis soulèvent des constats accablants. Premièrement, le système de pillage des ressources naturelles congolaises n'a pas disparu avec la chute des Kabila. Les accusations portées contre la famille Tshisekedi suggèrent une continuité systémique. Les mécanismes changent de bénéficiaires, mais leur logique reste identique. Captation de la rente minière, détournement des revenus publics, blanchiment via des investissements immobiliers en Occident. Deuxièmement, le Katanga génère des revenus sans précédent. Entre 2018 et 2024, la région a produit 129 milliards de dollars de recettes minières. Ce montant dépasse largement les revenus générés sous les ères Mobutu et Kabila. Pourtant, les infrastructures congolaises restent délabrées, les hôpitaux manquent d'équipements, les écoles de manuels. Cette contradiction entre richesse produite et pauvreté persistante valide l'accusation de détournement massif. Troisièmement, la justice congolaise reste inféodée au pouvoir. Les élites dirigeantes agissent en toute impunité à Kinshasa. Ce deux poids, deux mesures explique pourquoi les plaignants ont saisi la justice belge plutôt que les tribunaux congolais. La saisie de la justice étrangère constitue un aveu d'échec du système judiciaire national. Quatrièmement, les précédents des affaires Obiang, Ongo, Sassou Nguesso et Mobutu révèlent les limites des procédures de biens mal acquis. Les condamnations judiciaires européennes, bien que tardives, finissent par intervenir. Cependant, les restitutions effectives restent dérisoires. La RDC a récupéré moins de 0,2% des avoirs pillés par Mobutu. Les richesses confisquées en Europe alimentent les budgets occidentaux ou restent bloquées dans des procédures administratives. Le peuple congolais, spolié 2 fois, ne voit jamais cet argent revenir. Cinquièmement, ce phénomène dépasse la RDC. Les familles présidentielles de Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Cameroun, du Zimbabwe et d'Angola ont reproduit les mêmes schémas. Le pillage des ressources africaines et leur exportation vers l'Occident constituent un système continental facilité par la complicité des banques européennes, des cabinets juridiques et de l'indifférence diplomatique occidentale. Le paradoxe est tragique. Les richesses du sous-sol africain, qui devraient financer le développement, enrichissent les nations occidentales. Les avoirs immobiliers acquis par les élites africaines génèrent des taxes foncières, des revenus locatifs et alimentent l'économie locale pendant des années. Une fois confisqués, ces biens sont vendus aux enchères et les sommes récupérées ne reviennent que partiellement vers les pays d'origine. Entre-temps, les hôpitaux africains manquent de médicaments, les écoles de manuels, les routes se dégradent. L'affaire de la famille Tshisekedi ne constitue pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un cycle de prédation et de confiscation qui perpétue la pauvreté africaine. Tant que les élites dirigeantes exporteront les richesses nationales vers l'Occident,
tant que les mécanismes de restitution resteront inefficaces, tant que la justice africaine demeurera inféodée au pouvoir, ce système perdurera. La question posée n'est pas celle de la culpabilité ou de l'innocence de la famille Tshisekedi. La justice belge tranchera. La question fondamentale concerne le modèle de gouvernance qui permet, génération après génération, le pillage des ressources africaines. Cette interrogation dépasse les individus. Elle interpelle les institutions, les systèmes politiques, les complices occidentaux et en définitive, les peuples africains eux-mêmes. Au terme de cette enquête, une réalité brutale s'impose. Ce que nous venons d'exposer ne raconte pas seulement l'histoire d'une plainte déposée à Bruxelles ou de comptes bancaires gelés. C'est le récit d'un rendez-vous manqué entre une nation et son destin. Alors que le sous-sol congolais n'a jamais été aussi généreux, produisant des milliards de dollars de richesses, la population, elle, reste captive de la précarité. L'affaire Tshisekedi, en écho tragique à celle de ses prédécesseurs, agit comme un miroir tendu à notre conscience collective. Elle révèle la fragilité de nos institutions face aux appétits individuels et l'ironie cinglante d'une souveraineté qui doit s'appuyer sur la justice de l'ancien colonisateur pour tenter de récupérer son propre bien. Dès lors, une interrogation cruciale subsiste et nous vous la posons ce soir. Si la justice étrangère reste aujourd'hui le dernier rempart efficace contre le pillage de nos États, comment pouvons-nous espérer bâtir une souveraineté réelle et un avenir autonome tant que nous serons incapables de juger nos propres dirigeants sur notre propre sol? Mais ce dossier particulier n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. L'enquête judiciaire belge ne constitue pas un cas isolé. Elle est le symptôme d'un phénomène systémique qui saigne le continent africain depuis des décennies. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle enquête exclusive d'Inside New Review intitulée « L'hémorragie silencieuse ». Nous dépasserons le cas congolais pour comprendre comment l'Afrique a pu perdre 1,4 milliard de dollars en flux financiers illicites entre 1970 et 2015. Nous vous démontrerons pourquoi l'Afrique, techniquement créancière nette du reste du monde, demeure pauvre alors que ses capitaux enrichissent l'Occident. Nous analyserons le rôle trouble des facilitateurs professionnels, avocats et banquiers à Londres et Zurich qui organisent cette fuite. Et nous expliquerons pourquoi, une fois ces avoirs gelés, ils ne sont presque jamais restitués au peuple spolié. C'était Inside News Review. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Restez connectés, restez exigeants envers l'information. Au revoir.